Je vais demander à Elisabeth de Charnacé de nous rejoindre avec Frédéric Baboulaz. Donc tout le monde connaît Elisabeth, donc je dis un mot sur Frédéric. Alors, merci de nous rejoindre. Donc, vous allez vous présenter rapidement peut-être tout à l'heure. Asseyez-vous, on fait simple. On s'assoit pour l'instant, non? Vous gardez une distance de 4,50 m. Voilà pour le sujet suivant. Je pense il y a quand même une logique dans les échanges qu'on a. Voilà. On a fait un petit focus sur la dimension, porte d'entrée territoire. Pourquoi? Parce que le territoire dans le projet, c'est pas neutre. Il y a la question du territoire. Vous êtes assis, je m'assois. On a une question sur le devenir sur les régions, donc une question de développement. Donc ça nous intéresse à ce premier titre. On a une question organisationnelle aussi. On évoquait tout à l'heure dans le bilan les enjeux de PSR, d'organisation, de structuration, direction générale. Donc il y a une question organisationnelle. Et puis on va plutôt aller là-dessus, sur une troisième dimension, toujours dans cette dynamique de territoire. On a évoqué la question des parties prenantes sur nos territoires. La question des plateformes de services. On a une réflexion qui est engagée là-dessus. Donc M. Baboulaz va nous accompagner sur ce sujet avec une réflexion qu'on avait évoquée avec vous, directeur et conseil d'administration, pour réfléchir sur la mise en place d'une plateforme de services sur principalement l'enfance handicapée sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Et puis Elisabeth a aussi engagé un projet sur ce sujet sur Paris à partir du pôle qu'elle dirige. Donc vous allez nous illustrer le sujet avec l'expérience que vous avez, parce que vous accompagnez des plateformes, et puis Elisabeth après complétera. On va sur des points clés, ce qui nous permet de garder un petit temps d'échange après. Ça vous va? Et puis vous dites un mot pour vous présenter, comme je ne l'ai pas fait, ce serait sympa. Bon, alors je me présente. Donc moi je m'appelle Frédéric Baboulaz. Aujourd'hui j'accompagne donc des établissements, des associations dans des projets de développement. Auparavant, j'étais directeur d'établissement pendant quelques années, notamment d'un pôle. Bon, on était ensemble d'ailleurs. On était ensemble donc dans ce pôle enfance. Et à partir de cette expérience, j'ai commencé donc à pouvoir développer ce type de structure. Alors, je trouvais que c'était super intéressant qu'il y ait eu l'intervention d'avant, parce que vous avez déjà beaucoup de choses que finalement je vais peut-être redire. Mais que le chemin ça va dans le bon sens. Je ne sais pas comment ça défile les diapos, du coup. C'est appuyer sur un bouton. Sinon après je peux appuyer, mais... Alors, comme on m'a dit que je n'avais qu'un quart d'heure, du coup j'ai mis 60 diapos, donc il va falloir aller super vite. Donc soit Viviane, vous allez-y, hein. Je vous fais un petit tac, 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 comme ça, vous défilez. Voilà, donc les changements en cours, allez, vous faites la mise au point à chaque fois, je ne bouge pas alors. Donc les changements en cours, vous les connaissez, hein. Vous avez parlé de virage inclusif, vous avez parlé de tout ça. Il y a une évolution des concepts, hein. On change du concept du handicap, on ne le voit plus de la même manière. Ça amène les politiques publiques, elles disent, allez, maintenant, virage inclusif. Virage inclusif, c'est égal, ça va transformer le secteur médico-social, social et médico-social, et ça va amener cette mutation des pratiques que déjà on vit. On a passé une diapo en plus? Ah oui. Donc une évolution du modèle, une évolution de la manière d'accompagner, de passer de l'offre globalisante à comment on va organiser les ressources territoriales, sanitaires, sociales, médico-sociales pour répondre aux besoins de la personne, de la prise en charge en filière où on fait tout de A à Z et tout est fléché de la pouponnière à la fin dans le même établissement ou dans la même association, puis de ces lieux qui sont spécifiquement développés pour le handicap, en l'occurrence des établissements spécialisés, à comment on va pouvoir accompagner, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Madame la Présidente, comment on va accompagner les personnes à pouvoir utiliser les dispositifs de droit commun et comment on va accompagner le droit commun à pouvoir accueillir les personnes.
Et puis la dernière chose, c'est comment on va mieux participer avec les personnes, comment on va les écouter, comment on va prendre en compte leurs souhaits et influer nos modes de fonctionnement en fonction de leurs souhaits, de leurs besoins. Allons-y. Bon, ce modèle, vous l'avez déjà vu certainement, mais il inclut l'environnement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va installer dans l'environnement qui va permettre de plus participer socialement? Comment on va faciliter la participation sociale des personnes en modifiant des facteurs environnementaux? C'était la question, par exemple, il y a la loi sur l'accessibilité, qui dit que tous les bâtiments publics devaient être adaptés. Ça fait partie des choses qu'on peut modifier dans l'environnement pour rendre accessible un service public. Par exemple, dans la scolarisation des enfants aujourd'hui, il y a un obstacle majeur. C'est que, ok, il y a peut-être une rampe pour pousser le fauteuil dans l'école, mais aujourd'hui, installer des places pour des enfants handicapés dans les écoles, il y a un problème. Il n'y a pas de place. Si demain, dans la loi sur l'accessibilité, on peut se dire, bon, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter un pourcentage. Quand on construit 10 classes, en fait, on en construit 11. Comme ça, il y a de la place. Parce qu'aujourd'hui, si on devait scolariser tous les enfants handicapés, il n'y a juste pas les mètres carrés. Donc ça, c'est un truc à penser. Allons-y. L'inclusion, c'est pas juste d'ouvrir une classe dans l'école du quartier. C'est pas ça, l'inclusion. Ça, c'est de l'intégration. L'inclusion, c'est le jour où, dans la classe, il y a des enfants qui ont tout type de profil. Tous les enfants peuvent être scolarisés dans la classe. Ça, ce sera de l'inclusion. Donc on avance vers ça, on avance doucement, mais on avance. L'éducation nationale, elle bouge à son rythme, mais elle bouge. La réponse territoriale, c'est qu'on ne s'occupe plus du projet de la personne, juste. On s'occupe de son parcours. Comment on va mobiliser un ensemble d'acteurs sur un territoire dans l'objectif d'accompagner son parcours, ce qui est différent du projet. Parce que le projet, si on a un enfant ou une personne qui est dans 3 établissements différents, alors il a 3 projets. Là, on parle d'un parcours. C'est de passer de cette solution all-inclusive, alors j'ai pas inventé le terme en fait, c'est Pascal Jacob que j'ai entendu me dire ça un jour dans une réunion à l'ARS, il a dit on veut plus de ces trucs all-inclusive, où on fait tout et finalement, est-ce qu'on fait tout bien? Parce qu'on n'a pas forcément les moyens de tout faire bien. Et l'objectif, c'est d'aller apporter le service à l'usager là où il se trouve. De ne pas organiser de la scolarisation parallèle à l'école. De ne pas organiser du soin parallèle à où ça se passe le soin. De ne pas organiser du loisir parallèle de où ça se passe le loisir. Mais d'aller accompagner les personnes dans les dispositifs de droit commun, quand elles en ont besoin, et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de travailler avec l'environnement pour le rendre lui-même plus inclusif et plus acceptant. Alors ça passe par une phase de recueil des besoins. Quand on parle d'un territoire, quels sont les besoins de ce territoire? Quels sont les besoins des personnes? Quels sont les besoins les attentes des partenaires de droit commun? Quelles sont vos attentes aussi? Quelles sont les attentes de l'association? Quelles sont les attentes des familles? Et il faut arriver à faire un petit diagnostic de l'ensemble de ces dimensions pour pouvoir penser le projet. Parce que l'objectif, c'est de répondre aux besoins. C'est-à-dire comment sur un territoire, on va s'organiser pour aller répondre, quel que soit l'âge, quelle que soit la dimension, comment on va aller répondre aux besoins de la personne. De manière concrète, et vous l'avez dit tout à l'heure, il faut transformer. L'attente, est-ce qu'aujourd'hui, l'attente, c'est de se dire, le gamin, quand il a 5 jours d'IME, il est bien, c'est ça qu'il faut. C'est peut-être pas ça qu'il faut. C'est peut-être ça qu'il faut pour certains, mais c'est peut-être pas ce qu'il faut pour d'autres. Penser plus inclusif, en sachant que tout ça, ça va certainement se faire sur des moyens qui sont des moyens contraints et des moyens constants, ça veut surtout dire transformer. Alors on peut transformer... je vais vite, mais pas assez vite. Alors on peut transformer des places d'IME en place de CESAD, avoir plusieurs agréments, essayer de faire fonctionner tout ça ensemble.
Mais est-ce que c'est vraiment une plateforme? Je ne sais pas. Plutôt une sorte de dispositif ou de pôle. Et puis on peut penser plateforme. Si on pense plateforme, on pense que du coup, toutes nos places deviennent des places de plateformes de services qui peuvent à la fois faire de l'accueil, délivrer des prestations en établissement, aller en milieu ordinaire, faire de l'internat, faire tout ce qu'on veut. Puisqu'on est toute modalité d'accueil et tout mode d'accompagnement. Et là, on n'a plus qu'un seul agrément. Même si aujourd'hui, cette disposition n'est pas encore totalement réglementée, mais ça vient. Moi, j'ai déjà un agrément de plateforme. Je vous montrerai tout à l'heure. Et ça nécessite de bien gérer les entrées-sorties. Parce que le bouchon, il ne faut pas qu'il y ait un bouchon dans l'affaire. Si dans la circulation des opérations, à un moment donné, ça stagne, ça ne va pas. Donc la plateforme, elle ne peut pas être, par exemple, juste une plateforme enfance. Il faut que dans la plateforme, on imagine qu'il y ait aussi que le secteur adulte soit aussi mobilisé. En tout cas, que les passerelles vers le secteur adulte elles soient mobilisées. Le parcours, il ne s'arrête pas à 20 ans. Le parcours, il ne s'arrête pas d'ailleurs. C'est celui des personnes toute leur vie. Et ça implique cette transformation, qui est une transformation importante hein, dans les établissements. Ben, ça implique de changer beaucoup de choses et de les changer de manière progressive mais simultanée. Donc ça nécessite un travail, il y a un travail de compréhension de tout ça et un effort assez important à fournir. Alors je peux vous montrer concrètement à quoi ça peut ressembler, en essayant de ne pas être trop rébarbatif et trop long. C'est l'exemple d'une plateforme. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais un PowerPoint, toutes les polices changent tout le temps, c'est incroyable. Je ne sais pas. Il y a encore les flèches et tout après ou... D'accord. Donc, une plateforme... Ah non, ça a changé. Troubles neurodéveloppementaux. Troubles neurodéveloppementaux parce qu'on a souhaité avoir un spectre assez large, mais qui soit lui aussi inclusif. C'est-à-dire, c'est pas un établissement avec une unité pour autistes, par exemple. C'est troubles neurodéveloppementaux, ce qui inclut, par exemple, l'autisme. Alors du coup, on peut y aller. Ce qui inclut l'autisme, mais qui ne fait pas un focus particulier dessus. L'objectif, c'est de ne pas faire de la ségrégation là où il y en a déjà. Tous ces troubles-là sont les troubles qu'on va retrouver dans le DSM comme étant identifiés comme les troubles neurodéveloppementaux. Ils ont tous la même origine développementale, ça se repère précocement, les signes apparaissent précocement, et les approches pour les accompagner et les évaluer, c'est les mêmes. Et en plus, ils ont une sacrée tendance à s'associer entre eux, ce qui fait qu'on va avoir des personnes qui vont avoir un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, avec des profils toujours hétérogènes. Donc l'idée d'avoir cette vision un petit peu plus large et inclusive déjà dans l'établissement permet qu'on n'ait pas l'unité pour personnes avec autisme au fond du parc, là où personne ne veut aller. Les grands axes, ben, c'était de sortir de la logique d'établissement. On est parti d'une structure où il y avait un IME, un IM Pro, un petit CESAD, un centre d'accueil de jour pour adultes et un ITEP. 15 places d'ITEP noyées dans tout ça. Et donc, on est sorti, l'objectif c'était de sortir de la logique d'établissement, on enlève le côté établissement, on enlève le côté modalité d'accueil, t'es en internat, t'es en externat, t'es en CESAD, on enlève tout ça, et puis on sort de la modalité de place, c'est-à-dire qu'on n'est pas à se dire « Ah, bah, j'en ai 12, il y a 12 sur l'agrément, j'en ai 12, j'arrête là, et le 13e, il reste devant la porte ». On pense autrement que ça, en dispositif, en file active, en parcours. Ça voulait dire qu'on prend tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on faisait, de l'IME, du CESA, de l'hébergement, de la formation professionnelle, tout ça, on prend tout ça et on fait une plateforme, toute modalité d'accueil et d'accompagnement. Et ça a même entraîné le fait qu'on déménage. Désolé, je bouge un peu, mais je suis obligé de montrer. Jusqu'à présent, l'établissement, il était là. Et ici, il y a 10 000 habitants et il y a 800 places.
Ici, il y a 100 000 habitants et il y a 0 place. Résultat des courses, tous les enfants qui vont là, ils viennent de là. Donc il faut les transporter de là le matin et les transporter de là le soir. Et quand on va en gosse à la MDPH, 80% des situations critiques, ben, elles sont là. Comme s'il y avait un microclimat ici qui faisait que les gens étaient plus en difficulté qu'ailleurs. Ils ne sont pas plus en difficulté, il n'y a juste rien pour les accompagner. Donc, dans le projet de plateforme, qui est d'amener le service là où sont les usagers, ben on déménage, on part de là, et puis on va là. C'est pas rien, parce que ça veut dire qu'on dit à 200 personnes qui travaillent là depuis 1972 qui vont déménager. C'est une démarche importante. Allez-y. Et voilà à quoi ça ressemblait au début. Ça ressemblait à un IME avec 148 places, un petit CESAD de 40 places, un petit centre d'accueil de jour, là, 32 places, et puis cet ITEP, 240 places. L'ITEP ne nous a pas suivis dans le voyage. C'est-à-dire qu'on a pensé que ce n'était pas très cohérent d'avoir ces places d'ITEP dans l'établissement. Donc il y a eu un travail avec les autres ITEP du département pour que ces places elles soient réintégrées dans leurs effectifs. Et nous, on a, vous voyez, inversé la tendance. C'est-à-dire qu'on passe de 148 places d'IME à 68 et de 40 places d'IME à 176. Donc on redéploie nos places d'IME sur des places de CESAD. Dans l'opération, on gagne un petit peu de place. C'est-à-dire qu'il y a quand même une progression là d'à peu près 10% des places. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble en termes d'organisation. C'est plus un truc avec plein de services, avec de l'IM Pro. Tout ça, on sort de ça et on a des dispositifs, accompagnement précoce, scolarisation ordinaire, 6-13 ans, 13-18 ans, soutien à la scolarisation, professionnalisation, accès à l'emploi, et adultes. On s'est organisé autrement que par établissement, parce que là-dedans, il y a un petit peu, finalement, les anciens établissements, toutes les ressources, elles sont noyées dans le fonctionnement des dispositifs. Allez-y. On s'est aperçu que, financièrement, pour le faire, on n'avait pas besoin de grand-chose. On n'avait pas besoin de grand-chose, il nous manquait 180 000 euros. 180 000 euros qu'on a obtenus dans le cadre de l'AMI 2018-2019, là, où on a présenté ce projet d'évolution. On s'est aperçu aussi qu'en termes RH, pour le faire fonctionner dans des conditions qui étaient bien meilleures pardon, que celles d'avant, on avait déjà aussi quasiment les moyens. C'est-à-dire que pour avoir nos places d'IME à 1 pour 3 en moyenne, alors qu'avant on était à 1 pour 7, pour avoir 1 pour 2 sur l'internat, alors qu'avant on était à 1 pour 4, pour être à 1 pour 5 sur le CESAD, c'est-à-dire que ça représente à peu près 6-8 heures d'accompagnement par enfant en moyenne, au lieu de 1 pour 10, on avait déjà les moyens en fait. C'était juste de s'organiser autrement, mais les moyens étaient déjà là. Bien sûr, pour faire marcher tout ça, je ne vais pas assez vite, c'est ça, monsieur le directeur général? Je vais très vite. Pour faire marcher tout ça, il faut se coordonner. Vous avez tout à l'heure parlé de la nécessité de coordination dans les plateformes. Ben oui, il faut se coordonner. Donc il y a une cellule de coordination qui organise le parcours des enfants qui sont sur plusieurs dispositifs. Allez-y, Viviane. Et donc cette plateforme, c'est elle qui va distribuer les prestations qui sont délivrées par les différents dispositifs. L'objectif, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est qu'on puisse construire des parcours individualisés pour chacun, on a un objectif de scolarisation à 100%, 100% des enfants scolarisés, c'est notre objectif. On ne l'atteint pas pour l'instant, mais parce qu'il faut développer les différentes structures et organisations de scolarisation. Les moyens, c'est que quand on travaille sur plusieurs dispositifs, plusieurs endroits, il faut homogénéiser les outils, travailler ensemble, avoir la même
les mêmes approches quand on accompagne les enfants, parce qu'on ne peut pas les accompagner de 10 façons différentes dans 10 endroits différents. Allons-y. Ça nécessite beaucoup de formation. Allons-y. Parce qu'il faut que j'aille vraiment vite, je crois. Et l'idée, c'était de le dire, quand est-ce qu'on le fait? On le fait le plus vite possible. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que ce que je vous ai montré là, c'était qu'est-ce qu'on a fait en 2019. En 2019, on a dit on va faire ça. Aujourd'hui, on est en 2020, et voilà où on en est. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont bougé. On s'est aperçu que la nécessité le besoin de professionnalisation, il était plus élevé que le besoin de scolarisation. Aujourd'hui, pour l'instant. Donc on a recalibré un petit peu notre offre. On a obtenu une UEMA, une EEA en plus, entre-temps, entre 2019 et 2020. L'ARS est venue nous donner, nous confier de nouveaux projets. Et il n'y a plus nulle part écrit IME et CESAD. Plus nulle part. C'est écrit prestations en établissement et prestations en milieu ordinaire. Ça n'existe plus, IME et CESAD. On ne délivre que de la prestation. On a formé l'intégralité des personnels, une centaine d'éducateurs, de personnel d'accompagnement. L'ouverture CESAD Pro, elle est effective depuis novembre 2010 sur le nouveau territoire de Meaux. Le dispositif d'accompagnement précoce, il est ouvert aussi sur le nouveau secteur. On a reçu l'agrément de plateforme délivré par l'ARS en février 2020, avec marqué dessus plateforme. On a ouvert l'UEMA en septembre. On a mis en place un indicateur de pilotage qui permet de comptabiliser l'activité globale de la plateforme avec un nouvel indicateur, parce que faire fonctionner une plateforme où il y a des journées, des demi-journées, des actes, des choses comme ça, c'est additionner des choux et des carottes, voire des demi-choux et des demi-carottes. Ce que ne prévoit pas tellement aujourd'hui les unités de mesure. Donc on a un nouvel indicateur. Et puis on a fait un projet qui est le projet de la construction d'un bâtiment unique sur la ville de Villenoix, qui est à côté de nous, qui intègre à la fois la maternelle, une école maternelle, avec l'UEMA à l'intérieur, le dispositif d'accompagnement précoce et un IME, tout ça dans le même bâtiment, co-construit entre la ville et l'établissement, dans le cadre d'un groupement d'intérêt public. Donc ça, c'est des projets qui sont innovants. Est-ce qu'on peut faire plus en termes d'inclusion? Là, en 2020, c'est pas sûr. Ouverture 2022. Où on en est de nos objectifs? C'est pas mal. On est parti de 148, on est à 116, on a baissé notre capacité d'IME. On était à 40, on est à 128 sur le CESAD. Nos objectifs sont à 183 et à 68. On progresse, ça fait que un an et demi, en sachant qu'il y a eu le Covid est passé par là. Donc pendant le Covid, les choses elles ont un petit peu ralenti. L'objectif, c'est qu'on ait atteint ça en 2023-2024, ce qui est tout à fait envisageable. Voilà, je suis allé très vite, mais... Merci. Juste avant de passer la parole à Elisabeth, il me semble que on a là une illustration du mix, un des mix qui était évoqué tout à l'heure. C'était un peu ça l'idée. On descend un peu dans la soute là. Bon, c'est un discours de directeur par rapport aux administrateurs, mais je pense que c'est important d'avoir une illustration parce que souvent on en parle les dispositifs, on en parle les plateformes, mais on voit que certains y parviennent sur un truc assez complexe, sur un délai assez chaud patate, comme diraient mes enfants. Non, vous n'avez plus la parole. C'est-à-dire que tout ça, ça s'est fait avec zéro conflit social, ça s'est fait avec zéro conflit avec les familles, ça s'est fait avec le soutien de l'ARS, un soutien fort de l'ARS. Sur ce dernier projet là d'école Villenoix, ils nous ont appelé il y a 2 jours pour nous dire c'est bon, on va abonder au financement de ce truc-là. C'est possible. Ouais. Je passe la parole à Elisabeth qui va nous faire une illustration, ce qui permettra éventuellement, si vous avez des questions après pour ces 2 présentations. Bon, je vous préviens, il va y avoir un peu de redite. C'est des projets cousins.
Et juste en introduction, deux choses. La première, c'est que c'est vraiment à l'état de projet. Ce que je vais vous présenter, on a initié la réflexion vraiment tout récemment. Donc on est sur c'est vraiment une V1 en cours de réflexion. Et la deuxième chose, c'est remercier en fait pour l'écoute qu'on a reçue sur ce projet. Voilà, c'est assez formidable, je trouve, dans l'association de sentir que dès lors qu'il y a un objectif, on a assez carte blanche quand même pour imaginer. Donc c'est voilà, un très grand confort pour innover. Voilà, donc très rapidement, le pôle autisme, actuellement, donc 135 places pour des enfants avec autisme qui ont entre 0 et 20 ans. Une équipe de 75 professionnels. On a ouvert récemment, donc en 2017. Et 2020, on a à la fois, donc dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, ouvert un deuxième CESAD qui se trouve dans le 11e et basculé sur un mode de pôle. Donc en fait, on a changé la modalité de pilotage avec une direction qui était déjà commune, mais voilà, un travail plus commun. Il y a un certain nombre de choses que je vous listerai qui sont en fait des très bons ingrédients de départ pour aller vers cette bascule vers une plateforme. Donc 2 autorisations, IME, CESAD, et déjà un peu une logique d'offres diversifiées avec 11 services actuellement. Donc 4 groupes qui fonctionnent en externat, je vous montrerai avec des spécificités différentes par groupe chez les ados, des unités d'intervention précoce, des unités plus classiques de CESAD, enfin donc de la prestation en milieu ordinaire, des UEA, une deuxième qui est en cours d'ouverture prévue pour le mois de février, et une unité mobile pour les petits. Voilà, donc ça c'est le pôle autisme aujourd'hui. Donc juste pour bien montrer après comment les choses vont évoluer, on fonctionne quand même encore pas mal en établissement. Il y a l'IME qui fait que de l'externat, qui accueille des ados avec 4 groupes. Donc une unité plutôt situation complexe, 2 unités on va dire plus classiques pour des grands, plus de 14 ans et des moyens, et une unité plus pour des enfants qui ont besoin de travailler sur des objectifs de professionnalisation. Voilà, et les 2 CESAD, mais qui, voilà, même s'il y a un côté très établissement avec une porte d'entrée notification CESAD, ont à l'intérieur déjà des modes de fonctionnement un peu spécifiques. Donc, je pense en particulier à l'unité précoce, qui est vraiment un fonctionnement hybride, puisque les petits peuvent être à la fois accueillis dans nos locaux, on accompagne les familles à la maison, on va à la crèche, on va à l'école, etc. Donc, et puis on dose en fait le niveau d'intervention dans chaque milieu en fonction des besoins de l'enfant. C'est un peu compliqué en termes de comptage d'activité, puisque aujourd'hui on compte en jours, en heures, en actes et en files actives. Donc en fait, même si ça a l'air assez simple sur le plan administratif, vu qu'ici c'est déjà un peu hybride à l'intérieur, en fait ça donne un petit peu mal à la tête quand on compte. C'est pour souligner un peu l'enjeu dont parlait Frédéric tout à l'heure d'aller vers un mode de décompte de l'activité qui soit commun. Voilà, donc juste pour lister ce que recouvre un peu cette dimension de pôle aujourd'hui, qui sont en fait les bons ingrédients demain pour aller vers une plateforme, qu'on a vraiment un socle de projets communs, une vraie culture de pôle, et ça, le confinement a été un énorme accélérateur en fait, puisqu'on a fermé et qu'on a beaucoup communiqué, mais en global en fait, donc c'est vraiment un beau fruit du confinement. C'est la période pendant laquelle on a changé en fait tous nos outils de communication pour vraiment aller vers une communication pôle. Il n'y a plus la plaquette de l'IME, la plaquette du CESAD, tout est vraiment en mode pôle. Il y a eu un gros développement de la solidarité entre les services. Et c'est vrai qu'avant, ça coinçait un petit peu quand il fallait la remplacer sur l'unité complexe de l'IME, alors que d'habitude, on travaille avec des petits enfants de 18 mois, c'était compliqué. Aujourd'hui, ça, c'est en place. Donc il y a vraiment une logique, une culture de pôle. On a des fonctions, on va dire, support qui sont mutualisées, sociales, santé, logistique. On est porté bien sûr par un financement en dotation globale CEPOM. Et puis on ne fait plus jamais un outil qui ne soit pas commun. C'est-à-dire dès qu'on sort une procédure, c'est une procédure pôle. Et il y a toujours, en fait, quand on regarde bien, une majorité de socles communs, ce qui n'empêche pas après de penser de manière très personnalisée, très diverse. Voilà, c'est les 11 services que je vous ai listés. Mais il y a vraiment en fait un socle commun avec des principes d'accompagnement qui divergent pas en fonction des services. Et donc le pilotage en commun
avec donc notre copil, c'est donc voilà, la directrice, et puis les chefs de service en fait, de chacun des différents de l'IME et des deux CESAD, le médecin, l'assistant administratif, on pilote ensemble tous les 15 jours. Et vraiment, chacun est intéressé par le service de l'autre. Donc il y a vraiment voilà, ce socle commun. Voilà, donc qu'est-ce qui nous fait passer sur ce mode de plateforme, déjà pour revenir aux objectifs. Bon, il va y avoir de la redite, mais c'est pas grave, ce sera certainement dit différemment. Un fonctionnement plus inclusif, bien sûr. Donc en fait, c'est vraiment l'idée de nous organiser, de nous donner des moyens pour aller chercher les ressources du milieu ordinaire et des réponses de droit commun par principe. Faire du soutien à l'environnement une priorité au moins aussi grande que d'accompagner directement l'enfant. Là, ça rejoint ce qu'on a dit plusieurs fois tout à l'heure. Aujourd'hui, on est beaucoup axé en fait, sur la personne qu'on accompagne en direct. Et l'idée, on parlait raison d'être, c'est de dire que notre raison d'être, c'est autant d'accompagner l'enfant que son environnement. C'est pas, il y a l'un qui est supérieur à l'autre. Et on va bien accompagner les personnes si en fait, ces deux objectifs ils sont égaux. Je vous donne une petite illustration. Là, au moment du Covid, donc on avait lancé, nous, les formations aux familles. Et donc, on s'est tourné vers l'ARS pour savoir si on pouvait maintenir ces formations juste à l'issue du confinement quand on a pu réouvrir. Et la réponse a été négative. Bon, soit, mais c'est vrai que pour nous, ça posait vraiment question au regard de cette raison d'être. C'est que pour qu'un enfant, par exemple, de 18 mois, soit bien accompagné et puisse s'épanouir, il faut que ses parents ils soient formés. C'est au moins aussi important qu'on s'occupe de cet enfant, que ses parents comprennent le mode de fonctionnement de leur enfant et puissent communiquer avec lui à la maison. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment un changement de culture important. Répondre aux besoins du territoire, on ne sait pas trop revenir dessus, mais juste un chiffre, notre objectif, c'est vraiment demain de pouvoir répondre à 100% des demandes. On est concerné par toutes les demandes. Aujourd'hui, il y a les MDPH qui régulent tout ça, sauf qu'on voit bien qu'elles ne peuvent pas absorber toute cette demande, d'où cette explosion des dispositifs de coordination X et Y, qui d'ailleurs parfois raccrochent à MDPH, parfois pas. Mais l'idée, c'est qu'on a une responsabilité sur le territoire, il n'y a pas assez de moyens par rapport à la demande, on prend notre part et on répond à 100% des demandes. Voilà. Et puis donc aussi l'idée de diversifier les réponses, là où on voit qu'il y a des besoins qui ne sont pas couverts. Voilà, autre objectif qui est très fort, c'est celui de renforcer les familles dans leur pouvoir d'agir pour faire du sur-mesure. Ce qu'on veut, c'est vraiment renverser la logique, c'est que demain, il faut que ce soit la demande qui conditionne l'offre et pas l'offre qui conditionne la demande. Voilà. Et pour ça, l'outil, enfin l'objectif, ça va vraiment être pour nous de devenir des professionnels du projet de vie. Je ne parle pas du projet personnalisé, on y reviendra, mais c'est que vraiment, on arrive à être des super bons professionnels qui aident les familles à dire ce qu'elles veulent. Si on demande aujourd'hui à une famille, en discutant autour d'un café, vous êtes content d'être à l'IME, est-ce que c'est votre projet? Elles vont dire, ah bah oui, c'est super. Évidemment qu'elles vont dire ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix différents, pas beaucoup d'alternatives, et du coup, leur réponse, elle est complètement conditionnée par l'offre. Donc l'idée, c'est de vraiment essayer de faire table rase de cette offre existante et de les aider à vraiment répondre, enfin formuler leurs aspirations, et de nous, après, faire ce qu'il faut pour la mettre en œuvre. Voilà. J'aime bien cette notion de Jean-René Loac de coaching social. Je trouve que ça dit assez bien un peu cette nouvelle mission de faire émerger un projet de vie. Voilà. Et puis gagner en efficience, pas avoir peur des gros mots. Je pense que cette logique de plateforme, elle amène aussi des ressources mieux gérées, la logique de mutualisation, cette idée qu'on fait appel au milieu ordinaire pour des choses qui existent déjà. Je pense au service d'aide à domicile. La question, elle s'est posée il y a quelques années, je pense à la certification Andéo. Est-ce que, en gros, comme les familles, elles ont besoin de garde d'enfants un peu spécialisée à la maison, est-ce qu'en fait, on développe nous-mêmes une prestation de service à domicile, ou est-ce qu'en fait, on s'appuie sur celle qui existe déjà et on apporte le coup de pouce et la formation pour qu'ils puissent le faire? Voilà, je pense que ça, c'est probablement plus efficace en fait, de ne pas réinventer l'eau chaude. Il y a des gens qui sont des professionnels de l'aide à domicile. Travaillons avec eux. Voilà. Et puis je pense que cette logique de plateforme, on le verra avec la notion de service support, elle amène aussi une montée en compétences en termes d'efficacité, de professionnalisation sur certaines thématiques. Voilà, donc
point d'entrée dans la plateforme, c'est vraiment le changement le plus important à notre niveau en termes de transformation. Tout ça, en fait, va être de la redite par rapport à ce que je vous ai dit. Oui, on va aller directement sur le schéma, je pense que c'est plus simple. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un point d'entrée unique dans la plateforme qui va donc traiter 100% des demandes, aider à l'évaluation à la formulation du projet de vie, qui va vraiment avoir du temps dédié pour rechercher des solutions en milieu ordinaire. Aujourd'hui, on dit inclusion, mais en fait, les professionnels, ils sont sur le terrain, ils sont au front, quoi. Ils n'ont pas le temps d'aller chercher ces ressources. Donc, c'est vraiment d'extraire des professionnels du terrain pour qu'ils aient vraiment du temps dédié sur cette recherche. Voilà, et qu'on puisse leur confier aussi des thématiques d'expertise. Donc tout ça va se retrouver dans ce point d'accueil unique. Et donc les ressources qui vont être mobilisés derrière, donc, et les acteurs qui vont être soutenus, c'est le milieu du domicile, le milieu spécialisé et le droit commun. Voilà, donc on arrête de s'imaginer que notre seule ressource, elle se trouve dans l'établissement. Ça va être de la redite par rapport à ce que j'ai dit avant. Voilà, ça c'est la modélisation de notre projet. Alors c'est la V1, ça bougera peut-être. Donc, un point d'accueil unique, un staff de coordination de parcours qui va aider à formuler le projet, qui va évaluer les besoins, des services supports, voilà, qui vont nous faire monter en compétence sur le sujet de la santé, de l'aide aux aidants, sur les parcours défis, ceux pour lesquels les orientations en fait, sont extrêmement complexes, et puis sur la thématique sport, loisirs et culture. Quand on rentre au niveau du staff de coordination, on peut soit être 100% dans un parcours inclusif, donc on ne va pas utiliser les ressources des établissements, et on va être 100% sur une aide à trouver des ressources dans le milieu ordinaire, soit, s'il y a besoin, mais c'est jamais automatique, on va venir faire appel à ce qui était l'IME et le CESAD, sauf qu'on fait complètement disparaître ces termes, et on s'organise en fait en 2 pôles par âge. Pôle ado, pôle enfant, donc schématiquement une barrière à 12 ans, qui n'est pas une frontière. Enfin, voilà. Après, on adapte à chaque personne, mais globalement, adolescent-enfant. Et avec des prestations qui en fait vont être les mêmes, quel que soit le pôle sur lequel on se trouve. Que je sois chez les ados ou chez les enfants, je peux être accueillie en externat. Mes parents peuvent recevoir de la formation. Il y a des interventions dans mon lieu d'activité, l'école, la crèche, mon lieu de stage. Je peux être scolarisée selon diverses modalités, unité d'enseignement, école ordinaire, etc. Et je peux être hébergée en séquentiel ou sur du répit. Alors, ça suppose de développer l'offre, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin, mais en gros, c'est l'objectif, c'est de se dire, quel que soit l'âge, il faut que ces différentes prestations puissent m'être proposées. Alors, en 2021, qu'est-ce qu'on peut déjà faire ? Première chose, un CVS commun. L'idée, c'est de penser ce projet avec les familles. Aujourd'hui, on a un CVS IME, un CVS CESAD. C'est très disproportionné dans la représentation, forcément. Il y a plus de professionnels que de familles. L'idée, c'est de mettre en commun. Je développe pas, c'est assez évident. Transformation de l'unité mobile en point d'entrée. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc, on a une unité mobile de petits qui se raccroche au CESAD, et sa mission aujourd'hui, c'est de faire que de la coordination. Elle ne se raccroche pas vraiment à un cahier des charges, ce n'était pas un appel à projet. Donc, c'est un dispositif qu'on peut assez facilement faire évoluer. Il gardera son ADN de faire de la coordination, sauf qu'en fait, ce sera pour tout le monde. Et le point d'entrée du pôle, et puis certaines situations pour lesquelles on intervient quand même un petit peu seront redirigées sur le pôle enfant ou le pôle ado. Ce qu'on peut faire aussi, donc, c'est travailler sur ces fameux services supports, travailler sur le vocabulaire pour gommer ces termes d'IME et de CESAD, travailler sur le changement de culture, nous former sur les notions de gestion de parcours, autodétermination. J'insiste là-dessus parce que
Même si ce projet, il est déjà en place, en fait, on a besoin de monter en compétence sur ces notions. Enfin, moi, la première, même si, voilà, encore une fois, on a l'intuition de ce que ça doit être, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer à tous les niveaux de l'établissement en fait, le changement de culture que ça implique. Puis benchmarker, il y a quand même pas mal aussi de solutions qui existent. Donc encore une fois, c'est une V1, puis on a bien envie d'aller faire le tour de ce qui existe pour améliorer. Pour l'enfant, assouplir les critères d'admission, c'est une évolution qu'on peut faire assez facilement, mais qui est assez significative aujourd'hui. Le CESAD, il a des références d'heures. Je suis en CESAD classique, je suis accompagnée en gros 8 heures. Je suis en CESAD précoce, c'est autour de 15 heures. Et en fait, ça, c'est assez rigide. Et donc, il faut qu'on puisse assouplir. On peut être en CESAD et être accompagné 2 heures. On peut être en CESAD et être accompagné 18 heures. C'est une prestation d'accompagnement en milieu ordinaire pour un petit ou pour un grand. Pôle ado, ce qu'on peut faire, donc là, c'est vraiment une continuité du confinement, c'est de poursuivre le développement des interventions au domicile et en milieu ordinaire. Ça, dans l'absolu, rien ne nous en empêche. Conventionner avec un service d'aide à domicile. Et alors, sur ce point de l'aide à domicile, je voudrais juste souligner une très jolie initiative par rapport à ce que vous disiez sur le bénévolat. C'est que pendant le confinement, en fait, des bénévoles nous ont contactés pour faire de l'aide à domicile bénévole pour les familles. Donc demain, c'est vraiment, cette petite association qui est née pendant le confinement va être un partenaire privilégié. Travailler sur une mesure commune de l'activité. Et puis, ça, c'est vraiment un point, je pense, très important, bien définir les rôles de chacun en matière de coordination. Parce que demain, en fait, on va avoir, dans le point d'entrée, un coordinateur de parcours. On va avoir des chefs de service qui avaient l'habitude quand même beaucoup de gérer du parcours. Un service social, un psychologue référent, un éducateur référent. Voilà, qui fait quoi là-dedans pour éviter les doublons. Et voilà, je pense qu'il y a un vrai enjeu à bien définir tout ça. Voilà, et dernière slide, c'est en fait ce qui dépend de nous, mais pas complètement. C'est vraiment le développement de l'offre, ces briques qui nous manquent et qui sont essentielles parce qu'en fait, elles n'existent pas ailleurs sur le territoire. Je pense à l'internat. Aujourd'hui, on a un gros paradoxe, c'est qu'à l'IME, on accompagne beaucoup de situations complexes, sauf qu'il n'y a pas l'internat. Et en fait, c'est particulièrement délétère parce que ça crée des ruptures, on les a observées, et des situations très critiques. Donc ça, pour nous, c'est une priorité absolue. On fait beaucoup de lobbying auprès de l'ARS de NDPH sur ce sujet. Et puis l'externat enfant. Voilà, aujourd'hui, on peut se dire en IME, je vais développer les interventions à domicile. En CESAD, se dire je vais faire plus d'accueil pour se rapprocher d'un externat, c'est plus compliqué de bidouiller avec les moyens du bord. Donc là-dessus, on va aller vers un projet, une demande d'extension. Merci Elisabeth. Merci. Bon, ça permet de rentrer un peu dans le cœur de ce qu'est l'évolution de l'offre de services à vivre et devenir. Est-ce qu'il y a des questions à Monsieur Baboulaz, à Elisabeth, Michel? Ouais. Ah, attention. Donc vous avez tous retenu jusqu'à 22h ce soir, c'est ça, hein? C'est bon? Non, mais on pose les bases du projet, donc peut-être que les réponses viendront sur ça. Vas-y. Elle est là. Ma question, c'est la résilience de ce modèle-là. J'ai en tête notamment le fait que un des mots-clés, c'est partenariat. Donc on sort pour coordonner les autres. Donc il y a un sujet de qualité pour moi qui est essentiel. Tout ça marche quand on a confiance. C'est-à-dire que soit il y a une norme qui est imposée et on peut faire confiance à la norme et on est sûr que la norme est respectée. Le sujet de qualité, sur un sujet qui est social et sociétal, c'est hyper important. Et je reviens sur l'ambiance actuelle qu'on a autour des réseaux sociaux, on appelle ça des réseaux asociaux. Dès qu'on aura une couille quelque part, pof, ça va partir en vrille, les réseaux s'en emparent, ça part de tous les côtés, et là on ne maîtrisera pas vraiment si on est attaqué notamment sur un prestataire qu'on a utilisé, ça risque d'être délicat. Je mets juste en garde, j'espère que le système est bien vu pour être résilient par rapport à un sujet d'incident qu'on aura forcément. Première question, stratégique sur une évolution qui est très lourde. La deuxième question, c'est est-ce que c'est une évolution ou une révolution? Question, quand je vois ça, je vois que c'est une modification aussi structurelle. Ça
Ça me pose question. Alors, sachant que c'est un point fort pour nous, parce qu'on arrive à gérer. Alors, je pense qu'on est capable de gérer ça, même si c'est un côté révolutionnaire. Je pense qu'on est assez gros pour le faire, mais c'est quand même compliqué. Et ça appelle une troisième question pour notre président, c'est qu'est-ce que les ARS veulent faire des établissements qui sont petits, qui eux n'ont rien faire du tout. Ils ne vont pas faire la révolution, ils ne vont même pas faire l'évolution, ils vont rester IME dans leur coin ou je ne sais pas quoi. C'est quoi leur avenir? Et est-ce que nous, on veut continuer la stratégie qu'on a menée depuis 10 ans, qui est d'adosser des structures, sachant qu'on va adosser des structures dont on ne veut pas garder, enfin, on veut pas garder le fonctionnement comme ça. C'est-à-dire qu'on veut vraiment, on pourra les intégrer et voilà, qu'ils bougent complètement. C'est-à-dire qu'eux-mêmes fassent la révolution. Donc ça fait une double, par rapport à ce qu'on avait fait dans les 2 précédents plans, on a accueilli des structures qui étaient fragiles, mal outillées, nous on avait la taille critique pour les aider. Non seulement il faudra qu'on les intègre, mais en plus il faudra qu'on les transforme. Ça fait beaucoup de choses. Et puis il y a un point qui n'a pas été abordé. Je crois qu'on avait plus parlé des territoires avec la dimension géographique, mais on voit bien que c'est une prime à la taille. C'est une prime aux grands qui sont capables de gérer ça par rapport aux tout petits qui ne pourront pas le gérer. Donc il y a un petit côté un peu darwinien. Nous on est dans les grands, donc ça tombe bien. Voilà. Et c'est vrai que à la fois on est grand, mais dans certains territoires on n'est pas si grand que ça. Donc qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Que nous, il faut forcément qu'on devienne plus gros dans nos régions, pour faire ce qu'on va faire à Paris. C'est très bien ce qu'on va faire à Paris, mais on est gros à Paris. Et dans les régions où on est plus petits, il ne faudrait pas qu'on se retrouve un petit de l'affaire et pas être capable en fait de piloter ce mouvement stratégique qui demande une certaine taille. Enfin, clairement, c'est quand même une prime. C'est une prime à la technicité, à l'inventivité. C'est plus difficile pour en tout cas un petit va avoir du mal à faire ça. Ça semble quand même assez révolutionnaire. Je pourrais répondre de la présidente, mais on va peut-être profiter de... Si vous avez des éléments... La prime à être gros, c'est pas nouveau, hein. C'est pas ça qui l'instaure. Hein. C'est-à-dire que ça fait quand même des années que les petits sont invités à se rapprocher de plus gros, ou à se rapprocher entre eux pour devenir plus gros. Donc effectivement, vous avez raison, mais c'est pas ça qui instaure le mouvement. Là où il y a quelque chose qui est positif dans ce changement, vous disiez, alors, il faut qu'on reprenne des gens qui peuvent être parfois un peu en difficulté, et puis en plus, il faut les faire changer, c'est encore plus dur. Ce que je me suis aperçu à chaque fois que j'ai fait du changement comme ça, alors, on l'a fait ensemble, on l'a fait 2 fois, ensemble. On l'a fait 2 fois dans un établissement, un petit établissement, et puis on l'a fait sur une durée ça a duré, je sais pas, 2 ans, là, et puis une fois où ça a été très très vite, sur le plus gros d'ailleurs. Là, ça a été très très vite. Mais c'est parce qu'en fait, quand les gens se remettent dans une dynamique de projet, c'est-à-dire quand on leur dit non mais ce que vous essayez de maintenir là, de ce que vous faisiez il y a 30 ans, que vous essayez de maintenir depuis 30 ans et que vous n'avez l'impression que vous ne pouvez plus le faire, parce que vous avez l'impression que les moyens pour le faire ne sont pas là, on peut faire autre chose. Et quand ils se remettent à penser que c'est possible de faire autre chose, ça devient extrêmement facile en fait. Ça devient extrêmement facile quand les gens se disent « Ah ben non, on peut faire ça là, et ça, et ça, et ça. » Mais oui, on peut le faire. Quand ils sont entraînés dans cette dynamique, on voit que finalement, ça passe facilement. Ça se fait facilement. Et c'est eux qui le font. Et ils vont même plus vite qu'on voudrait que ça aille. Plateformes de services peuvent se développer. Bon, on en accepte à la fois le coût et les avantages, bien entendu. Mais je me posais la question sur les modalités de financement. Quand vous dites 100% des demandes sont prises en compte, mais comment évoluent les procédures de financement par nos financeurs habituels? Est-ce qu'elles vont évoluer pour mettre en place et pour financer ces services qui n'existent pas ou que vous allez trouver à l'extérieur? Enfin, tout ça n'est pas... enfin, là, parce que tout le monde... Enfin, vous dites, est-ce que c'est pas une révolution, etc. Bon, c'est une grosse évolution, certes, mais c'est pas non plus... bon, voilà, pourquoi je dis ça? Tout à l'heure, Frédéric Baboulaz a parlé de...
des plateformes ITEP, des dispositifs ITEP ont été mis en place en France déjà depuis plusieurs années. Et ça existe déjà. Tout ça, c'est inscrit dans une expérimentation menée au niveau national, avec un dispositif réglementaire. Bon. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a eu des enseignements qui ont été tirés de ces dispositifs ITEP. Il y a trois grandes conditions. La première condition, c'est que l'orientation se fasse sur le dispositif et non plus sur le service ou l'établissement. Donc, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure, l'accueil unique qu'évoquait Elisabeth. Donc ça, c'est une négo avec la MDPH, et c'est l'autorisation que vous avez eue dans la plateforme que vous nous présentiez. Deuxième condition, on ne l'a pas beaucoup évoqué, mais c'est quand même un point clé, c'est la question du décompte de l'activité. Elisabeth l'a évoqué, c'était l'avant-dernier point. Du décompte de l'activité, il faut trouver un mode décompte d'activité avec lequel on est d'accord avec l'ARS. Donc c'est un des éléments de réponse. Il faut qu'on négocie ça avec l'ARS. Et c'est aussi vous avez trouvé sur la plateforme que vous évoquiez des éléments de réponse là-dessus. Et puis la troisième condition qui avait été évoquée pour mettre en place les dispositifs ITEP, c'était la dotation globale. Mais ça on l'a déjà passé puisqu'on est en CEPOM. Et donc la question du financement, finalement, non, on a le financement et on peut, dans ce financement, c'est le prérequis principal qui est le financement par dotation globale, on a déjà franchi le cap. Oui, mais enfin, pour le financement global, d'accord, l'enveloppe, on connaît ça depuis longtemps, mais ça veut dire que quand on supprime d'un côté, on peut augmenter de l'autre, d'accord, mais il faut supprimer d'un côté. Il faut faire des économies d'un côté. Mais je pense que la question, moi, comme je l'ai compris, c'est vous disiez, mais aujourd'hui, vous vous occupez de 135 gamins. Si demain, vous devez vous occuper de 100% des demandes qui arrivent et qui, du coup, ils sont 250, vous allez faire comment? C'est ça, votre question? Oui, c'était aussi la question. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a 135 gamins qui ont la formule all-inclusive. Est-ce que demain... demain, l'idée, c'est pas qu'il y en ait 250 qui est la formule all-inclusive, parce qu'on ne pourra pas la payer. Mais que par contre, s'il y en a 80 qui ont la formule maximum, toutes les options, puis il y en aura peut-être 60 qui auront la formule sans le bris de glace, et puis d'autres qui auront l'option un petit peu moins, parce qu'en fait, ils n'en ont juste pas besoin. Là, on va pouvoir en fait répartir. Et c'est pas du saupoudrage, parce que aujourd'hui, il y a des enfants qui sont 5 jours par semaine dans un IME, c'est pas ça dont ils ont besoin, c'est pas ça que veulent leurs parents, mais c'est le seul truc qu'on leur donne. Mais c'est pas ça qu'ils veulent. Avant que 3 d'entre vous ne nous forment des glaçons au bout des doigts, est-ce qu'il y a encore une dernière question, remarque? Là, je vois que les écharpes, moi j'ai sorti l'écharpe, un mouvement vers ce côté de la salle. Donc, non, c'est pas une question, c'est vous résister au froid. Okay. Bon, est-ce que... Oui, Servane? Est-ce que dans ces plateformes, vous avez envisagé la notion aussi de ces patients experts qu'on voit dans les hôpitaux publics qui créent ces postes-là de patients experts qui sont formés, qui servent par exemple pour la coordination des parcours de soins, et même je pensais dans l'autisme on parle de former l'environnement, pensez aussi demain que peut-être les usagers peuvent être des formateurs eux-mêmes, quoi. Parce que voilà, aujourd'hui on pense la parole de l'usager qui finalement explique mieux, enfin je trouve. Alors, on l'a pas pensé dans la plateforme que vous avez vue là, mais là actuellement dans une vie parallèle, je suis directeur général d'Autisme en Île-de-France, qui se trouve 2 rues plus loin. Et il se trouve qu'on réfléchit aussi à ces options-là et qu'on a déjà des personnes avec autisme qui interviennent dans un des établissements qui est un établissement adulte de l'association qui a personnes avec autisme et qui déjà propose des activités, anime le GEM et c'est avec quelqu'un avec qui je pense on va essayer d'approfondir les choses pour que justement on construise que la notion de père aidance, on la renforce au maximum. Ouais. Frédéric, Elisabeth, merci. Merci beaucoup pour cette présentation.